de Port la dernière fois, évoquant la basilique et surtout évoquant la vie économique prestigieuse et très dynamique de cette ville. Et j'évoquais les familles de marchands, les ferriers. J'étais en train de parler des bermanes et nous essayons de voir comment vivaient ces foires de commerce. Ces marchands dont je parlais assuraient aussi l'apprentissage du métier de marchand, 2 à 3 ans, pour les fils de famille, des fils de Saint-Nicolas ou d'autres villes. On possède des contrats qui permettent de savoir que, outre les fils de marchands, 50%, 20% venaient des merciers, 20% de fils de notables, tabellion, procureur général, nobles même, et 10% sans indication, souvent placés par leur tuteur. Le temps d'apprentissage se terminait par un certificat de prud'homie attestant la valeur du nouveau marchand. Peu à peu, vu leur fortune, les bermanes dont je parlais devinrent banquiers. Dans les clans ferriers ou bermanes, les femmes jouaient un grand rôle. À la fin de l'année, quand on faisait les comptes, elles recevaient leur part et investissaient cette part où elles voulaient, souvent dans l'achat des terres qui assuraient l'assise et la permanence de la fortune. Les bermanes étaient une famille pieuse qui faisait de grandes largesses à l'église et pour la construction, ou la reconstruction plus exactement, de la grande église. Ils se montrèrent très réticents à la réforme protestante. Ils quittèrent Saint-Nicolas vers 1580. On pourrait aussi évoquer la famille des Gaux, qui étaient eux huguenots, et arrivent à Saint-Nicolas dans la seconde moitié du XVIe siècle. Ils étaient principalement banquiers et munitionnaires. Il y avait aussi les Chavenel, spécialistes de laine et de drap, plus tard du cuir. Un devint grand argentier du duc de Lorraine et fut anobli par lui en 1578. Continuons la visite. Avec les ponts en bois sur la Meurthe, surchargés chacun de 1000 constructions provisoires et rendant l'équilibre précaire, et puis les moulins, reliés à la rivière par un canal de dérivation. Ce qui caractérise cette société marchande de Saint-Nicolas-de-Port, c'est sa grande mobilité, sa capacité de voyager, et même longuement. Où vont-ils ? À Paris, à Lyon par gré, mais surtout à Strasbourg, à Francfort, dans les Flandres, et en particulier à Anvers. Progressivement, écrit Odile Kammerer, et au fur et à mesure qu'avança le XVIe siècle, les relations se resserrèrent entre l'Est français et le sud de l'Allemagne. Strasbourg était un gros centre commercial, avec 2 foires énormes à la Saint-Jean et à Noël, puis Nuremberg avec ses 8 foires annuelles. Se mettre en route au XVe, XVIe siècle correspondait à une réalité de la vie quotidienne que les historiens ont toutes les peines du monde à cerner. Pour aller à Francfort, par le trafic fluvial, il fallait 26 à 30 jours depuis Strasbourg. Par terre, 1 semaine à 10 jours. On se confiait à de véritables entreprises de transport, aussi bien sur l'eau que sur terre. Tout était bien rodé, par convoi de 6 à 8 charrettes, accompagnées de gendarmes pour protéger de toute éventualité. À Francfort, jusqu'en 1560, les marchands portois formaient une colonie qui avait sa cohésion, son assiduité, un véritable groupe social stable et défini. On peut parler d'une présence économique permanente de Saint-Nicolas-de-Port dans la ville de Francfort. Francfort qui apparaît comme un centre vers lequel convergeaient toutes les allées et venues des Lorrains. Chacune des 2 foires de l'année, carême avant Pâques et automne 15 août au 8 septembre, durait 4 semaines et plus de 200 villes d'Europe y étaient présentes. La foire aux livres y était déjà très réputée. Nos Lorrains vendaient du drap, léger, un peu rustique, avec une grande gamme de couleurs. Le gris était la spécialité de Saint-Nicolas et y était très apprécié. Du papier venant des Vosges et du Barrois,
les cuirs et les peaux. Ils achetaient de la laine, et toute la laine de Francfort rapportée à Saint-Nicolas passait entre les mains des Chavenel et des Berman, qui se réservaient jalousement ce trafic. À Francfort, on y faisait aussi le commerce de l'argent. Beaucoup de marchands lorrains étaient du côté des emprunteurs, mais nos marchands portois du côté des créanciers. Ils trafiquaient avec les Juifs qui dominaient le marché, et ces derniers gardaient les entrepôts lorrains quand les marchands s'absentaient. Histoire du diocèse de Nancy avec Père Jacques Bombardier. Nous avons donc fini cette présentation politique, culturelle, économique du XVIe siècle lorrain pour aborder un nouveau chapitre, l'église de Toul dans les réformes. Le 10 décembre 1508, le duc René II, qui a pris froid lors d'une chasse au loup, meurt à fin VL. La duchesse Philippe de Gueldre assure la régence qu'elle aurait aimé prolonger, mais je l'ai déjà dit, les États jugent qu'Antoine, né en 1489 à Bar-le-Duc, peut assurer le pouvoir. Antoine prend donc possession des duchés le 13 février 1509. Il va régner jusqu'en 1544, date de son décès à Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, né à Bar, décédé à Bar, duc de Lorraine. Comment comprendre ? Le duc René et son fils Antoine sont en fait très très attachés à la ville de Bar-le-Duc. Et c'est le moment, je pense, d'évoquer cette belle ville qui va recevoir au XVIe siècle des embellissements remarquables. C'est une petite cité de l'Antiquité romaine, vraiment petite, un relais sur la route Reims-Metz. Au Moyen-Âge, c'est une des principales citadelles lorraines sur l'Ornain, autour de son château sur la hauteur. À la fin du XVe siècle, avec le rattachement au duché de Lorraine de 1585 et tout au long du XVIe, la ville va connaître une période culturelle et architecturale remarquable. Les ducs René II, Antoine et Charles III y résident souvent, dans le château de la ville haute, nouvellement construit, et embellissent la ville. On peut encore aujourd'hui voir ses beautés bien restaurées. Le règne d'Antoine est semé de dangers venant de l'Est. Les hordes protestantes menaceront les duchés. Ou de l'Ouest, le puissant français se fait pressant. Rappelons la chevauchée d'Austrasie de 1552. Sous prétexte de secourir les princes protestants menacés par Charles Quint, le roi de France Henri II se porte à leur aide, mais s'arrête en Lorraine, dont il menace le pays. Nancy se prépare à l'attaque en détruisant le village de Saint-Dizier, entre dans ces villes, Toul et Metz, et annexe le territoire des trois évêchés, avant de repartir sans avoir été plus loin au secours des princes allemands. Prétexte donc à une annexion des évêchés. Aussi, la Lorraine se fortifie. On crée des places fortes ou on conforte des places fortes à Stenay, à Clermont en Argonne, à Jamais, tout ça par l'ingénieur des fortifications en fortification, originaire de Bar-le-Duc, le maître de Vauban, Jean Hérard. Ensuite, le duc embellit la ville, magnifiquement. Antoine, qui a passé son enfance à la cour de France, à Blois, et a participé aux expéditions de rêve de Louis XII en Italie, à Milan et en Lombardie, ramène la mode de l'Italie dans les constructions et l'art. Mais en même temps, comme Antoine entretient de très bonnes relations avec Charles Quint et maintient le duché dans l'orbite de l'Empire, au point d'obtenir au traité de Nuremberg que la Lorraine et le Barrois sont libres et non incorporables, liber et non incorporatus, c'est-à-dire principauté souveraine sous la protection de l'Empire. Le duc Antoine, surnommé le Bon, en raison de ses bonnes relations avec ses sujets et ses grandes qualités de gouvernement, meurt à Bar-le-Duc le 14 juin 1544. Son fils François Ier lui succède et meurt au bout d'un an de règne. Arrive alors sur le trône le grand Charles III, âgé de 3 ans, et la régence est exercée par la duchesse Christine de Danemark, veuve de François, nièce de Charles Quint l'empereur, mère de Charles III, à partir du 6 août 1545. La régente, elle, choisit
à la différence du duc Antoine, d'orienter nettement la politique des duchés vers l'Est. C'est le grand déplaisir de la France. Et on peut penser que la chevauchée d'Austrasie en 1552 sera un peu comme la réponse du berger à la bergère pour rappeler sa présence auprès de Christine de Danemark. Le XVIe siècle, brillant, fort, économique, est aussi le siècle, au niveau religieux, de la brisure. 1517, c'est le coup d'éclat de Luther qui va casser l'Europe chrétienne en deux parts, l'Église catholique et ce qu'on va appeler les réformés. L'histoire du diocèse de Nancy avec Père Jacques Bombardier sur RCF. 1517, à l'université de Wittenberg en Saxe, donc tout à l'est de l'Allemagne, Luther, qui est un moine augustin, élève une protestation écrite en latin, donc pour les clercs, contre la pratique des indulgences et du recueil d'argent pour reconstruire la basilique Saint-Pierre de Rome. En fait, la question est bien plus profonde et bien plus complexe. Elle est d'abord une question personnelle à Luther lui-même. Luther est né le 10 novembre 1483 à Eisleben en Saxe. Il mourra le 18 février 1546 dans cette même ville. C'est un moine, disciple de saint Augustin. Sa vocation monastique est née d'une expérience dramatique. Rentrant chez lui à cheval, il est pris dans un terrible orage où il craint pour sa vie. Il fait alors le vœu de devenir moine s'il en réchappe. Ce qu'il fit exactement. Envoyé par sa communauté religieuse étudier à Erfurt, il enseigna ensuite la théologie dans la nouvelle université de Wittenberg. C'est un homme angoissé, craignant de ne pas être jugé digne du paradis par Dieu, qu'il voit comme très exigeant. Il se sent tout le temps pécheur, jusqu'à confondre tentation et péché. Il multiplie les prières, les jeûnes, les actes de service pour devenir juste devant Dieu, jusqu'à se tendre profondément intérieurement dans cette recherche de justice, jusqu'au jour où il découvre dans la lettre aux Romains de saint Paul que ce ne sont pas nos actes qui nous rendent justes, mais Dieu si nous croyons en lui. À partir de cette découverte qui le fait absolument exulter de joie, il se met à critiquer les œuvres, c'est-à-dire les pèlerinages, les dévotions, les indulgences, tout ce que les fidèles font comme lui faisait pour être juste devant Dieu. Selon lui, seule la foi suffit. Sola fides sufficit, premier grand axiome de Luther. Du coup, en 1517, il défie l'Église en contestant le pape et l'autorité de l'Église dans la tradition. Il déclare en effet que seule la Bible suffit comme source d'autorité pour la foi. Sola scriptura, seule l'Écriture. Même l'Église visible, selon lui, est inutile, comme le rôle de la tradition des pères et des conciles, que Luther ne comprend plus, comme le rôle des évêques et des prêtres. On sépare la Bible, donc, il sépare la Bible de la tradition ininterrompue de lecture, en Orient comme en Occident. Le salut est un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ Messie. D'ailleurs, seul reste comme sacrement le baptême et la scène du Seigneur, sans la présence réelle comme croient les catholiques. Le 3 janvier 1521, il reçoit la bulle Decet Romanum Pontificem qui lui signifie son excommunication.
Devant la diète impériale convoquée par l'empereur Charles Quint à Worms, Luther refuse de se rétracter, se déclare convaincu par le témoignage de l'Écriture, s'estimant soumis à l'autorité de la Bible et non à celle de l'Église. Il est alors vitandus, déclaré vitandus par la diète, c'est-à-dire à éviter, mis au banc de l'Empire. Il est alors recueilli par un ami, l'électeur de Saxe, Frédéric III le Sage, qui l'héberge dans son château de la Warburg, au-dessus de Eisleben. Le roi est aussi anxieux et aussi angoissé que son hôte. La chapelle est remplie de reliques que Frédéric III prie sans arrêt, un peu superstitieux. Dans cette demeure où il est caché, Luther traduit la Bible en allemand, permettant à tout fidèle de la lire directement. L'influence spirituelle de cette Bible est incommensurable, mais son influence culturelle est très importante comme fondement de la langue allemande. Et en même temps, expression, pour la première fois, dans sa langue, de la culture allemande. Il compose également de nombreux textes spirituels, liturgiques, qui sont évidemment diffusés facilement grâce à l'imprimerie à caractère mobile et en alliage que Johannes Gutenberg vient de découvrir. Il se trouve de fait, Luther, l'a-t-il voulu, à la tête d'une nouvelle Église, séparée de la tradition catholique. Luther est aussi un homme colérique et volontiers, on dirait soupolé, et volontiers polémique. Certaines de ses prises de position sur les juifs, sur les catholiques ou sur d'autres réformés allemands de son temps furent extrêmement violentes et critiquées, ce qui lui fit perdre un moment l'influence qu'il avait. En particulier, il fut très contesté en Allemagne et en Suisse par des réformateurs bien plus radicaux que lui qui voulaient unir réforme religieuse et réforme sociale, comme Thomas Müntzer, le révolutionnaire de Mühlhausen en Thuringe, la même région que Luther, ou simplement théologique, comme Ulrich Zwingli, un opposant théologique de Luther, logicien très rigoureux et rationaliste. Il poussa la réforme bien plus loin que Luther, abolissant tout ce qui n'était pas dans la Bible, en particulier tout ce qui concerne la Vierge Marie, et réduisant la scène à un simple souvenir de Jésus, ce qui n'est pas le cas dans la pensée de Luther. Il eut une très grande influence sur les communautés réformées de Zurich, de la Suisse alémanique, et sur les réformés de France. Il est une des références historiques du protestantisme libéral français. Le mouvement inauguré par Luther fut suivi par certaines régions d'Allemagne et de Scandinavie. Puis la réforme née en Allemagne, dans le pays, rappelons-le, le plus réformé et le plus fidèle à l'évangile de toute l'Europe du temps. Donc la réforme n'est pas née de la décadence de l'Église, mais est née dans une Église qui était déjà réformée. La réforme née en Allemagne est en quelque sorte relayée et amplifiée en France par Jean Calvin. Le mouvement s'essoufflait quand Calvin arrive. Calvin est né le 10 juillet 1509 à Noyon, en Picardie. Il est mort le 27 mai 1564 à Genève. Après des études de droit, Calvin rompit avec l'Église catholique autour des années 1530. Du fait des persécutions contre les protestants de France, Calvin se réfugia d'abord à Bâle, en Suisse, où il publia la première édition de ce qui est son œuvre maîtresse, sans cesse reprise et complétée, l'Instruction de la religion chrétienne, la première édition de 1536. La même année, il est recruté par Guillaume Farel pour aider à la réforme de l'Église à Genève. Après avoir, dans un premier temps, résisté aux mesures réformatrices radicales proposées par Calvin, le conseil municipal qui a chassé, genevois, le conseil municipal de Genève, qui a chassé
expulser Calvin brutalement, va le réinviter. Entre-temps, Calvin a résidé à Strasbourg, invité par Martin Bucer, le réformateur de la ville, et on lui a confié d'être le pasteur d'une église pour les réfugiés français et wallons. Finalement, la cité de Genève l'invite à revenir parmi elles en 1541. À son retour à Genève, Calvin introduisit une nouvelle liturgie, plus dépouillée encore que celle de Luther, et des idées politiques très novatrices, malgré l'opposition de plusieurs puissantes familles de la ville, qui tentèrent de s'opposer à ce qui fut tout de même une autorité dictatoriale de Calvin. Calvin passa les dernières années de sa vie à promouvoir d'autorité institutionnellement et brutalement la réforme à Genève, jusque dans l'habillement des femmes et dans plusieurs régions d'Europe. Calvin est un écrivain, défenseur de la foi calviniste, infatigable, un ardent polémiste, défendant ses positions jusqu'à l'outrance. Outre l'institution, il rédigea en français des essais sur la plupart des livres bibliques, de même que des traités de théologie et des confessions de foi. Calvin eut comme auteur de référence, à part la Bible, saint Augustin. Il proclamait dans la doctrine de la prédestination la souveraineté absolue de Dieu qui décide qui est sauvé et qui est damné, et comme le disait Calvin, selon son bon plaisir. Cette réforme, née en Allemagne, va retentir en France sous forme de ce qu'on appelle les guerres de religion, pour ne pas dire les guerres civiles, qui commencent en 1560 en France avec ce qu'on appelle le tumulte d'Amboise. Car le problème qui est religieux en Allemagne va devenir très vite politique en France. Je cite: « Une poignée de gentilshommes protestants tentèrent en vain de s'emparer du roi de France, du roi François II, pour le soustraire à l'influence du courant catholique. Mais ces derniers, ayant eu vent du complot, lui ont fait quitter Blois ainsi qu'à une partie de la cour pour Amboise. Les coupables furent impitoyablement châtiés comme ayant attenté à la personne du roi, condamnation qui est à motif politique. » Peu à peu, malgré l'opposition de François Ier, le protestantisme avait envahi la France, dans le peuple comme dans la haute société et même dans l'entourage du roi, on vient de le voir. Ils sont dynamiques, entreprenants, se font craindre, ils ont le soutien des Allemands et des Anglais, et le roi Henri III est faible devant eux. On pourrait dire que la nature même s'y met, que le pays connaît des hivers effroyables de froid entre 1569 et 1570, puisque le Rhin et la Meuse sont pris dans les glaces jusqu'au mois de mars. Les guerres de religion commencent en France le 1er mars 1562, vraiment sur le terrain, par le massacre de Vassy, et finissent le 13 avril 1598 par l'édit de Nantes donné par Henri IV, qui propose la liberté de culte aux protestants dans le royaume de France. Et ces 8 vagues de guerres violentes, concluées par un traité, est sans cesse reprise.